Bienvenue dans Medit You, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Medit You. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureuse d'accueillir donc Julien. Est-ce que Julien, tu peux un petit peu te présenter, dire ce que tu fais de manière globale dans la vie, puis après on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire la méditation. Bonjour, merci de m'avoir invité à ce podcast. Donc moi je m'appelle Julien Delmafeo, je suis consultant et coach professionnel avec une spécialisation en neurosciences. Donc j'ai entre guillemets plusieurs cordes à mon arc. Il y a une partie de conseil que je fais au niveau des entreprises, notamment en ressources humaines. Et puis il y a également une autre partie qui est celle de tout ce qui est coaching d'équipe ou personnel, avec une dominante, en tout cas avec un axe qui est basé sur le cerveau et comment fonctionne le cerveau, comment pendant nos pensées créer notre réalité et comment est-ce qu'on fait quelque part pour être plus présent aussi à soi-même dans les différents moments de notre vie. D'accord. C'est ce qu'on appelle les neurosciences, si je ne m'abuse. C'est ça. Je fais également des conférences sur le D'accord. sujet. Et c'est vrai que c'est un domaine qui me passionne, l'étude de l'humain et du cerveau. Et du cerveau, mais appliqué à nos vies aussi. Appliqué à nos vies, c'est ça. Ouais, pas juste la science pour la science. Non. En fait, ce que j'aime bien, c'est au-delà de la théorie, j'aime bien qu'il y ait quelque chose d'extrêmement concret. Donc ça veut dire que lorsque je présente dans mes conférences sur les neurosciences, par exemple, eh bien, il y a une partie qui est théorique, où j'explique vraiment comment fonctionne le cerveau. Et puis il y a toute une partie pratique, où on voit quelque part comment est-ce que je dirais ce que j'appelle une pratique de spatialité, on peut rentrer dans un état un peu second, qui va nous permettre de créer de nouveaux chemins neurologiques dans le cerveau. Dans le cerveau, et quelque part de réagir différemment par rapport à une situation donnée. Je vous prends un exemple pour faire simple. Ouais. Parfois, lorsqu'on a souvent des problèmes qui sont récurrents ou des attitudes qui peuvent nous impacter. Souvent, si on a ce genre de problèmes récurrents, c'est qu'on a un programme dans le cerveau. On a quelque chose qui fait quelque part on attire. Et donc, si on part de ces échecs récurrents, on se rend compte qu'il y a toujours un même schéma. D'accord. Et on se rend compte qu'on a un même schéma là, dans nos vies. Eh bien, l'idée de cette pratique, c'est d'arriver à casser ce schéma, c'est-à-dire à changer le schéma pour que finalement on ne réagisse plus de la même façon. Ça peut être dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde personnel. Donc, si on prend par exemple des personnes qui ont des relations toujours un peu, je dirais, un peu tendues, oui, avec d'autres personnes, c'est que derrière il y a souvent un schéma, il y a souvent des peurs, il y a des choses qui ne sont pas forcément de la colère pas forcément exprimées, et il y a toujours un lien neurologique, c'est-à-dire qu'on crée des associations entre qu'est-ce que l'autre me dit, comment est-ce que je le perçois et comment est-ce que je réagis. Oui. Et ce triptyque là en fait, plus on a tendance à le faire, et plus il devient, je dirais, fort. Et comme préprogrammé après, en fait, c'est ça. Préprogrammé, comme presque un robot. Et surtout, ce que je trouve, je dirais, encore plus gênant, c'est que ce genre de schéma, on ne s'en rend plus compte, en fait. Oui. Parce que dans la courbe d'apprentissage, il y a plusieurs courbes d'apprentissage, mais la dernière et l'ultime, c'est toujours « je ne sais pas que je sais ». C'est-à-dire que je fais les choses par un tel automatisme que je sais plus que je l'ai fait. C'est automatisé. C'est un peu lorsqu'on apprend à conduire une voiture. Au début, on ne sait pas. Après, on a le permis, on sait qu'on sait, mais bon, on n'est pas encore à l'aise. Et puis, au bout d'un moment, on ne sait même plus qu'on sait. C'est-à-dire qu'on fait par automatisme. Et bien, en fait, nos réactions qu'on a par rapport à des événements extérieurs ou par rapport à d'autres personnes qui, je dirais,
ce qu'on pourrait être nommé épidermique, à chaque fois, ça relève systématiquement en fait, d'un programme qui est bien incrusté et on ne se rend plus compte des effets que ça a sur nous et sur les autres. Et quelque part, on n'est plus vraiment soi-même, parce qu'on est dans ce programme-là. Oui, d'accord, c'est des surcouches de programmes qui viennent... C'est des couches de programmes qui sont faites souvent d'ailleurs quand on est dans la petite enfance ou dans l'enfance, et qui sont faites par rapport à des événements qu'on n'a pas pu gérer. Hein, ça peut être, par exemple, si on prend l'exemple d'une personne qui est amoureuse d'une jeune fille, qui a 10 ans, elle va le voir, elle va lui dire « Oh, j'ai envie de te faire des bisous », et il se trouve que cette jeune fille de 10 ans, elle rigole parce que pour elle, c'est rien du tout, et si elle se moque de lui à ce moment-là, par exemple, ou s'ils se sont humiliés, eh bien, il va avoir une souffrance. Cette souffrance, à un certain âge, elle est ingérable. Comme il ne sait pas la gérer, il va falloir qu'en fait, il trouve un autre mécanisme de compensation. D'accord. Et ce mécanisme de compensation, ça va être de dire, il ne faut plus jamais que je souffre comme ça, donc je ne montrerai plus mes sentiments. Et des années plus tard, lorsqu'on devient adolescent, à 20 ans, 25 ans, ou même avant souvent, eh bien on n'arrive plus forcément à l'exprimer et on oublie en fait le pourquoi de ce qui s'est passé. Parce que cette souffrance-là, elle n'était pas gérable, donc on a créé un nouveau mécanisme. De défense en fait, un mécanisme. Mais sauf qu'on oublie que ce mécanisme de défense, si à un moment donné il était justifié parce qu'on n'avait pas les outils, surtout quand on est plus jeune, Bien sûr. On dit que la partie préfrontale du cerveau est vraiment développée à partir de 17 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'après ça continue à se développer, mais toutes les parties du cerveau, ça met un petit peu de temps. Et bien en fait, on n'a pas les moyens de se défendre par rapport à ça. Donc on trouve d'autres stratagèmes. Donc ça peut être de nombreux stratagèmes différents qui dépendent de chaque personne, mais on a un exemple ici typique. Typiquement, le pire d'ailleurs qu'on conseille en termes d'éducation en enfant, c'est de ne jamais humilier l'enfant en public. Oui. Parce que ça a des traces qui sont terribles. Ouais. Terribles et parce que ça ancre des sentiments qui sont complètement exacerbés. Ouais, qui pour nous sont peut-être une manière de dire voilà, je donne une leçon, mais qui pour lui sont énormes. D'ailleurs, si vous prenez un enfant qui a même 7-8 ans, si vous le prenez, ou même 10 ans, si vous prenez son jouet, pour lui, c'est comme si vous prenez quelque chose de très très important. Oui. Pour vous, ça n'a aucune importance, mais pour lui, à son niveau, c'est extrêmement important. D'où l'idée de faire très attention dans le rapport qu'on a aux autres, mais aussi également avec soi-même. Parce que lorsqu'on se rend compte de ce type de schéma, on se rend compte qu'on a développé des défenses qui, à un moment donné, étaient sans doute adaptées à la situation par rapport à nos moyens, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Bah non, une fois adulte, au contraire, ça peut nous jouer des tours dans l'autre sens, en fait. Exactement, ça peut jouer des tours dans l'autre sens, et surtout, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Puisque si on est dans un programme, on n'est plus ce qu'on est, en fait. Non. Puisqu'on devient ce programme. Et on croit que ça fait partie de sa personnalité, alors qu'en fait, non. C'est juste une déformation, un stratagème. C'est une couche qu'on a mise en place, un système de défense. Et sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Complètement à notre insu. Donc la première chose dans ces cas-là à faire, c'est la prise de conscience, c'est de chercher un peu qu'est-ce qui fait que lorsque j'ai ce type de réaction, pourquoi je réagis comme ça. Ouais. Si on prenait un schéma, je dirais simple par rapport à ça, c'est toujours de regarder quels sont les échecs récurrents ou les soucis récurrents qu'on a. Et souvent, on se rend compte qu'on a toujours 2-3 soucis qui sont récurrents. Je suis au bord de réussir, à chaque fois ça marche pas. À chaque fois que je tombe amoureux, la personne part. Il peut se faire plein de choses. Plein de choses. Telle situation, je deviens jaloux, ou des réactions un peu fortes. Ouais. Exactement. Et à chaque fois, on se dit, qu'est-ce que je ressens en ce moment-là ? Et quand on commence à tirer un peu la pelote de laine, qu'est-ce que je ressens ? Ce à quoi ça va m'impacter ? Petit à petit, on arrive à trouver quelque part la pensée qu'il y a derrière, la croyance qu'il y a derrière. Et lorsqu'on arrive à trouver cette croyance, on est déjà à un niveau presque au niveau de l'inconscient, parce que ça demande un petit peu de gratter. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Certains vont voir des psys pour ça. Mais ça demande de gratter. Et on fait émerger quelque part ce qu'on a vécu, cette croyance. Et au moment où on se rend compte un peu de cette pensée, et bien c'est là où on peut dire, est-ce que j'ai envie de vivre avec cette pensée-là ? Est-ce que ça me convient ou pas ? Et si on dit, non, je ne sais pas ce que je souhaite vivre, et bien à ce moment-là, il y a tout un travail pour refaire un nouveau chemin neurologique, on l'a vu. D'accord.
Et c'est ce qu'on fait d'une manière, je dirais, superficielle. C'est un premier début lors des conférences où on prend une peur et on voit par exemple comment est-ce qu'on peut agir différemment par rapport à un événement. D'accord. Et pour ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans un niveau, au niveau de l'inconscient et que dans un état, je dirais... méditatif. Presque, mais on verra sur la méditation, c'est encore autre chose la méditation. Mais un état en tout cas... Un état second. Puis les seconds, on arrive à un moment donné à dire voilà ce que moi j'ai envie de vivre et puis le ressentir également en termes d'émotions. D'accord, ramener d'autres émotions. Disons qu'il y a la croyance et puis après il y a l'émotion qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'un des secrets pour arriver à matérialiser des choses, c'est-à-dire qu'on concrétiser les choses, c'est toujours d'avoir une volonté associée à une émotion. Sans la volonté, on n'y arrive pas, et s'il n'y a que l'émotion tout seul, on n'y arrive pas non plus. Il faut avoir une volonté et une émotion. Ça veut dire que si demain vous dites qu'est-ce qui se passe si demain je ne réagis plus, je ne suis plus jaloux, comment est-ce que je me sens? Si vous vous sentez léger ou ouvert ou en harmonie, ou peu importe, c'est cette émotion-là qu'il va falloir essayer d'ancrer dans le corps le plus possible pour que le jour où vous arrivez encore à une session qui redevient similaire, eh bien, vous vous souvenez qu'il y a aussi une autre voie, et que c'est cette autre voie qui va vous guider en fait, par là. D'accord. Et comme dans le cerveau, il y a des lois, enfin, il y a deux lois qui sont importantes. Il y a la loi d'association, donc j'associe une situation avec un sentiment et une émotion, et puis il y a la loi de la répétition. Donc plus je répète quelque chose, et plus ça devient fort, en fait. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes à un moment donné jaloux et que lorsque vous n'avez plus le sentiment de jalousie, vous avez un sentiment, je dirais, de légèreté et de confiance, par exemple, eh bien, plus vous allez vivre ce sentiment de légèreté et de confiance, et plus l'autre va disparaître, en fait. Et à un moment donné... Un effet d'apprentissage, quoi. Un effet d'apprentissage, à un moment donné, ça lâche. À un moment donné, ça lâche. Et ce que vous avez vécu avant, vous en souvenez évidemment, vous vous souvenez de cela, mais ça n'a plus d'impact. Parce qu'en fait, il y a un nouveau chemin qui s'est créé. Et c'est un chemin qui est vous avec vous-même. Parce que vous l'avez décidé en conscience. On l'a voulu. Au moyen de jour. Plus quand on est enfant, parce que quand on est enfant, quelque part, en fait, on est désarmé. On n'est pas aussi armé que quand on est adulte. Oui, non, on n'a pas ce côté actif sur les choses. On est plus en passivité. Ouais. Par contre, en enfance, un autre avantage aussi, c'est qu'en termes de neuroplasticité, donc sa capacité d'apprendre et d'évoluer, eh bien, il est plus rapide et plus apte que lorsqu'on est adulte. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement pédagogue avec les enfants, parce que même si face à une situation qui peut paraître même traumatisante pour nous adultes, eh bien, en expliquant correctement à un enfant, il peut très bien la comprendre et ça peut très bien passer d'une certaine manière. Alors que nous, ça peut bloquer. Je vous prends l'exemple, moi j'ai un fils qui a 7 ans, et avec ses camarades, il rigole en disant « Ah, pousse-toi avec ton coronavirus !» Pour eux, c'est un jeu. C'est vraiment pas grave, quoi. Voilà, le truc, c'est pas... Ils se font des blagues entre eux, et voilà. Et tant mieux que ça reste comme ça à ce niveau-là pour eux. Hein. Parce qu'à contrario, il vaut mieux ça qu'avoir des gamins qui sont complètement apeurés face à une situation. On est d'accord. Donc, il y a un temps pour tout, et le temps de l'enfance, c'est un temps d'apprentissage. Il faut que la joie, elle soit omniprésente dans chacun des actions et de nos actions. Waouh, un grand champ de recherche, c'est passionnant. On va revenir à la méditation, puis j'espère qu'après on arrivera peut-être à faire le lien entre les deux, s'il y en a. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, aujourd'hui, avant de faire un petit flashback en arrière, c'est quoi la place de la méditation dans ta vie ? Est-ce que tu la pratiques ? La réponse c'est oui, parce que sinon tu ne serais pas là. Mais comment est-ce que tu la pratiques ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Voilà, concrètement, comment ça se passe pour toi ? Pour moi, la méditation, en fait, c'est quelque chose qui est assez naturel. De la même façon qu'on se douche pour se laver, mais la méditation, c'est bien de se laver nos pensées. Toute la journée, on a de nombreuses pensées qui arrivent, on est en interaction avec beaucoup de personnes, avec des événements. Et dans ce cadre-là, il y a forcément à un moment donné des pensées qui sont plus ou moins, je dirais, gênantes, voire nocives, qu'on peut avoir. Positives ou moins positives. Et la méditation, c'est une manière quelque part de faire une sorte de reset, un peu au niveau du cerveau. Et de lâcher prise par rapport à des éléments qui restent extérieurs.
On n'a pas on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de notre vie, entre guillemets. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours contrôler la manière dont on réagit par rapport aux événements. Donc, et ça, ce pouvoir-là, on l'oublie parce que parfois c'est plus confortable de dire c'est la faute des autres, c'est la faute de tel événement que j'ai pas ça. Mais on peut se victimiser. Oui. Et puis quelque part, on peut se déresponsabiliser. Mais dans n'importe quelle situation, même les plus dramatiques, on a toujours le choix de savoir comment est-ce qu'on réagit. On nous apprend pas ça. Peut-être, c'est encore un autre débat. Oui, c'est encore un autre débat, mais je veux dire, c'est que généralement, on nous dit pas qu'on a ce choix de réaction, je trouve. Mais après... On a le choix de dire non. On a le choix de dire non, ouais. On a toujours le choix. Il y a des conséquences à chaque choix, mais on a ce choix et on a ce libre arbitre. Je préfère avoir le sentiment d'avoir le choix et d'assumer le choix, plutôt que finalement se retrouver à être... de faire la quille en fait face aux événements. Vous avez un événement joyeux, vous êtes joyeux, vous avez un événement qui vous va pas bien, vous êtes en train de pleurer. Bon, vous voyez, c'est dommage que notre morale ne devrait pas en fait varier en fonction des aléas de la vie. C'est un peu comme l'océan. Si vous êtes dans un état, je dirais, bien avec vous-même, au fond de l'océan, il est toujours plat et c'est toujours solide. C'est de l'eau, mais c'est toujours solide. Ça, c'est important. Ouais. Alors que si vous êtes en surface, là, effectivement, vous êtes prêt à tout. S'il y a du soleil, c'est bien. S'il y a un ouragan, une tornade, vous êtes complètement remué, vous êtes secoué. Et la méditation, c'est la capacité aussi à aller en profondeur à l'intérieur de soi. Alors, c'est rigolo, parce qu'il y a quelques années, lorsqu'on disait je fais de la méditation, on disait oula, lui, il est peut-être dans une secte, qu'est-ce qu'il fait? Et aujourd'hui, on dit tu fais de la méditation, mais tu fais laquelle? Parce qu'il y a plein de types de méditation différents. Ah bah oui, là c'est... Oui. C'est là où on voit que le marketing est rentré un petit peu dans cette partie-là, alors que la méditation, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. La méditation, ça consiste à faire le vide à l'intérieur. Donc ça consiste en premier lieu à arrêter de penser. Ou essayer d'arrêter de penser. Simplement arrêter de penser. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête de penser? Qu'est-ce qui se passe lorsque, au lieu d'écouter ce que je dis, vous écoutez plus que le silence entre les phrases? Et dans cet espace qui est vide, en réalité, il est plein. Il y a tout un monde qui est là. Un monde qui est là et qui est présent. Et lorsque vous êtes dans cet état de présence, eh bien, vous êtes, entre guillemets, assis sur votre fondation, sur ce que vous êtes. Et à partir de cette présence-là, eh bien, les choses s'éclaircissent naturellement. Alors évidemment, on va vous dire mais c'est pas simple, c'est normal. Si vous pensez sans arrêt, c'est comme si vous avez un moteur de Ferrari dans votre tête. C'est sûr que pour l'arrêter, vous ne passez pas de 200 km/h à 0 en 1 minute. C'est compliqué à arrêter. Mais ça se fait petit à petit, par de l'entraînement, par certaines respirations, par une prise de conscience. Mais petit à petit, on commence à descendre en tour, et puis on arrive à un moment donné où le calme se fait, et puis rien ne se passe. Et plus rien ne se passe, en tout cas c'est le mental qui pense que plus rien ne se passe, parce que pour lui quand je pense pas, c'est qu'il n'y a rien. Mais bon, ça c'est une ineptie, c'est pas parce que je pense pas qu'il se passe rien. Bien au contraire. Et d'ailleurs, vous remarquerez que face à certains événements dans votre vie, à un moment donné, vous lâchez prise, et c'est au moment où vous lâchez prise qu'une solution apparaît. Pourtant, vous n'avez pas pensé plus qu'avant, vous n'avez pas fait plus que chose, mais vous avez lâché quelque chose, et quelque part, d'une manière ou d'une autre, vous avez votre réponse. Vous avez une solution qui apparaît. C'est pareil, des fois on me demande qu'est-ce que vous conseillez par rapport à tel ou tel problème. Moi, ce que je dis souvent, c'est si vous n'avez pas de réponse, notez la question sur un journal avant de vous endormir, et puis vous demandez simplement à votre inconscient de voir s'il y a une réponse. Vous dormez et vous vous réveillez,
et vous pouvez avoir à un moment donné une réponse qui peut apparaître. Et donc cette idée directrice, c'est de comprendre que le mental n'est pas tout en fait. Et il ne peut pas tout voir. Et donc la première chose qu'il faut comprendre pour être capable de méditer, c'est d'avoir l'humilité de comprendre que c'est pas parce que je pense quelque chose que c'est vrai, et que il faut dire je sais que je sais pas. Et quand on a cette humilité, eh bien, on commence à dire, si je sais que je sais pas, c'est qu'il y a d'autres choses alors à comprendre et à vivre en fait. Et cet état méditatif, c'est un état qu'on a du mal à décrire parce que en réalité, il y a une énorme différence entre décrire cet état et le ressentir. C'est pour ça que pour les auditeurs qui m'écoutent et qui nous écoutent là, c'est important d'essayer de ressentir. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête de penser ? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'écoute le silence ? Et en prenant conscience de ce silence, eh bien c'est déjà une porte. C'est déjà une porte pour aller vers soi-même. Parce qu'à partir de cela, vous laissez place. Et vous laissez place à autre chose. Et si vous faites attention, en termes d'émotions, de sensations, vous verrez que dans ce silence, eh bien, il y a beaucoup de paix. Il peut même y avoir de la joie, vous pouvez le sourire à vous-même, vous pouvez avoir plein de choses que personne d'extérieur ne pourra jamais vous donner. Parfois, il y a des gens qui me demandent, mais c'est quoi comment on fait pour être heureux ? La première chose pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour être heureux, c'est de comprendre que notre bonheur ne dépend pas ni des autres, ni des événements extérieurs. Si déjà on comprend que simplement ça dépend de nous, et c'est nous avec nous-mêmes, eh bien on n'est pas dans l'attente de quelque chose. Trop souvent, on va s'imaginer, je serais heureux si j'avais beaucoup d'argent, si j'étais en couple avec une femme ou un homme, si j'avais des enfants, si j'avais ci. Et on s'imagine que le bonheur c'est quelque chose qui est lointain et qu'on l'aura une fois qu'on aura ce qu'on a envie d'avoir. Bon, mais tout ça c'est une illusion. C'est une pure illusion. Et d'ailleurs, si pour ceux qui nous écoutent, regardez rétrospectivement dans votre vie, le nombre de fois où vous avez imaginé que lorsque vous auriez quelque chose, vous seriez heureux, et que vous l'avez eu. Vous étiez heureux quoi ? 5 minutes, 10 minutes, quelques jours, et puis après ça passe. Parce que c'est éphémère, parce que c'est pas solide. Ce qui vraiment est solide, c'est quand on est au centre de ce qu'on est vraiment. Donc c'est lorsqu'on est soi avec soi-même. Et pour être avec soi-même, il faut éviter le parasitage des pensées. 90% de nos pensées, elles sont récurrentes. Donc analysez simplement dans votre journée combien de fois vous pensez toujours la même chose. Alors, vous avez l'impression que vous voyez ça sur un angle différent, mais à chaque fois c'est toujours la même chose. Que des pensées récurrentes. Que d'énergie perdue avec ces pensées récurrentes. Si déjà on avait juste une pensée sur un sujet et qu'à chaque fois on pouvait faire autre chose, on serait déjà beaucoup plus efficace. Parce que c'est beaucoup d'énergie. Ça s'explique aussi au niveau du cerveau, ces pensées récurrentes ? Oui, ça s'explique parce que parfois... en réalité, ces pensées récurrentes s'expliquent par plusieurs phénomènes, mais les deux phénomènes principaux, c'est notamment d'une part
le manque de lâcher prise et la volonté de tout contrôler. Tout contrôler. Et puis la corollaire qui a ça, c'est évidemment la peur. Donc on est toujours dans ces deux-là. Il y a j'ai peur que de ne pas y arriver, ou j'ai peur que si je fais pas ci, ça va pas marcher. Et donc comme on a cette peur quelque part qui est assez sournoise, on a une volonté de contrôler. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez avec vous-même, si vous dites oui, j'ai pensé récurrente, de dire ah oui, mais c'est pour que je m'en souvienne. Bon, ok, c'est pour que vous en souvenez, notez-le par écrit, et oubliez-le alors. La réalité, c'est que une partie de notre cerveau, une partie de notre ego, ils aiment les pensées récurrentes. Pourquoi est-ce que l'ego aime les pensées récurrentes ? Parce que ça le fait vivre. Le mental, il a besoin d'être nourri. Et il se nourrit avec quoi, le mental ? Avec des pensées. Et donc il a besoin de cette nourriture sans cesse de pensées. Et si vous n'avez plus assez de pensées, on va vous en mettre. Donc vous regardez la télé, vous regardez les infos, vous regardez les médias, on va vous en mettre, et on va avoir plein de pensées sans arrêt. Et sauf qu'à la fin, à force de mettre autant de pensées comme ça, finalement on ne sait plus ce qu'on doit penser, et on ne sait plus ce qu'il faut faire en fait. Et on s'éloigne de ce qu'on est. Si on prenait un schéma, on prendrait simplement un rond et puis un point au milieu. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous êtes tiré par l'extérieur, eh bien si le point du milieu c'est votre centre, au contraire vous vous déviez du centre et vous vous éloignez. Et plus on s'éloigne du centre, en fait en réalité, moins on est bien, parce que finalement on est sous entre guillemets sous influence d'éléments extérieurs qui ne sont pas forcément les meilleurs pour notre bien. Et du coup, la méditation aide à justement se recentrer. C'est ça, la méditation, c'est dire je me recentre et je suis dans le ici et maintenant. Donc, une des portes d'entrée de l'ici et maintenant, c'est simplement d'écouter le silence. Et il y a plein de choses quand on écoute le silence. Une autre porte aussi, c'est ce que j'appelle la spatialité. C'est-à-dire simplement sentir l'espace. Donc sentir, ressentir, visualiser l'espace qu'il y a en soi. Donc par exemple l'espace qui est entre vos deux oreilles. Ceux qui écoutent, vous pouvez faire l'expérience maintenant, simplement sentir l'espace qui est entre les deux oreilles. Et puis petit à petit sentir l'espace qui est dans la salle où vous vous trouvez. En haut, en bas, sur les côtés. Sentez cet espace. Puis après, vous pouvez sentir encore plus loin l'espace. Et à travers cette idée d'espace, eh bien, ça donne aussi une autre porte pour arriver vers un état qui se rapproche de la méditation. En réalité, si on veut aller jusqu'au bout de la chose, la véritable méditation, c'est quand vous ne vous rendez même plus compte que vous êtes en train de méditer. C'est qu'on a oublié qu'on a la conscience qu'on est en train de méditer. C'est-à-dire qu'on est dans un tel état d'absolu, de vide, que finalement, on oublie même ce qu'on est en train de vivre. Et ça se caractérise par notamment une absence de temps. On ne se rend plus compte du temps qui passe. D'accord. On sort du temps et de la spatialité, les deux. On sort même, oui, on est dans une spatialité, mais on est dans l'infini en fait. Oui. On est dans une forme d'infini du temps présent et on perd cette notion de temps. Et c'est quelque chose que tu as vécu, toi ? Alors oui, pas toujours, parce que c'est quelque chose d'assez comment dirais-je ? Rare à atteindre, qui demande de l'exercice. C'est pas seulement de l'exercice, ça demande c'est assez paradoxal, c'est que pour arriver à cet état-là, il faut apprendre vraiment à lâcher prise. Donc, il faut avoir la volonté, entre guillemets, d'aller dans cette méditation, tout en lâchant prise. Donc, en fait, c'est vouloir sans vouloir.
C'est là où on rentre dans la subtilité. La subtilité, oui. Si vous voulez avoir l'intention, mais sans l'acharnement de la volonté, quoi. C'est ça, simplement une intention, mais une intention qui est assez forte, qui est assez ferme, qui est déterminée. Oui. Tout en ayant l'absence de volonté de résultat. Voilà. Si on veut être précis. Ça, c'est oui. Donc j'ai une intention, mais par contre, je n'ai aucune volonté de résultat. Aucune attente sur la forme du résultat que ça doit prendre. Sur le résultat en lui-même. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est ça que tu veux dire. Mais oui, mais en plus, si ça marche pas, ça veut rien dire. Là, quand on dit ça marche pas, on rentre encore dans du binaire. Oui. Parce que qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Qu'est-ce qui marche pas. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pas parce que vous n'avez rien senti qu'il ne s'est rien passé. Oui, ça c'est difficile. Je pense que pour les gens qui commencent à méditer, il y en a plein qui font mais il se passe rien ou j'y arrive pas. Mais non, c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que tu sens pas forcément ou c'est que tu voilà, puis il n'y a pas qu'un seul chemin comme tu disais, donc voilà. C'est pas qu'on n'y arrive pas en fait, c'est que en réalité le mental est encore trop présent. Voilà. Donc si vous, ce que vous êtes une coupe entre guillemets, et si l'eau est déjà remplie à ras-bord, ça laisse pas de place pour autre chose. Donc le secret pour, je dirais l'un des secrets en tout cas pour avancer à soi-même, c'est commencer par vider nos pensées et vider des choses qu'on sait. On n'a pas besoin de savoir plus. Les gens pensent qu'on a besoin de toujours apprendre pour savoir plus. Mais en fait, le véritable apprentissage, il est beaucoup plus fort lorsqu'il est avec soi-même. Parce qu'à ce moment-là, cet apprentissage-là, c'est une vraie prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est ce qui va différencier quelqu'un qui a un hâbleur, c'est-à-dire qui peut parler de choses, du mental, de ci, de là, mais qui ne va pas forcément les vivre, ni l'incarner. Et moi, ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument que tout soit aligné, et donc que lorsque les mots sortent de ma bouche, elles sont en même temps incarnées par qui je suis. Ce qui ne veut pas dire qu'on y arrive tout le temps, mais on doit essayer d'y tendre. Et pour arriver à ce niveau-là, ça veut dire que il faut faire déjà un gros travail sur soi-même, parce que ça demande beaucoup d'humilité, parce que ça demande aussi de se regarder en face, et on n'a pas toujours des qualités ou des choses qu'on est fier, on va être premier. Et puis, ça demande aussi, je dirais, cette volonté, mais sans attendre d'un résultat. Parce qu'à ce moment-là, dans ce lâcher-prise, on laisse place à autre chose. Donc pour arriver à l'état dans lequel je vous ai donné, qui est presque un état de plein éveil, ce que dans le bouddhisme parle, le samadhi, là-dedans, c'est quelque chose qui n'arrive déjà pas tous les jours, mais qui surtout qui dépend en partie de nous, mais pas complètement. En fait. Pas complètement. C'est comme certains, si vous faites attention, dans votre vie, vous avez sûrement eu des moments de béatitude, où vous étiez très très heureux, des choses incroyables. Et si vous essayez de les reproduire, on n'y arrive pas en fait. On n'y arrive pas parce que il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire. Déjà. C'est le petit côté magique un peu de certains moments où tout d'un coup tu prends des ingrédients et il se passe un truc, tout d'un coup il y a de la magie. Et le lendemain, tu veux reproduire la même chose avec les mêmes gens, par exemple, lors d'une rencontre, d'un dîner, d'une soirée. Il se passe un truc dans le groupe et puis tu reprends les mêmes une semaine après et là, il ne se passe rien. Et tu ne comprends pas. Il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça aussi, parce qu'il y a aussi, en groupe ou même, et puis il y a aussi la surprise qu'on a une fois qu'on n'a pas forcément. Bien sûr. Et puis, il y a aussi l'état à un moment donné de chacun. Surtout dans un groupe. Ça demande une certaine confiance et si on veut arriver à une certaine qualité d'échange, ça veut dire qu'il faut déjà chacun laisse ses bagages entre guillemets à l'entrée et chacun dans le même état d'esprit de partage, d'ouverture et dans nos vies où
on est sans arrêt bousculé par un quotidien qui nous challenge sans arrêt, sans cesse, eh bien c'est pas toujours évident d'être. Voilà. Même si en ce moment on l'est un peu plus grâce au confinement. On l'est plus, mais ça a été en tout cas un moment où quand tout s'arrête, il y a des gens pour qui je pense ça a pu être extrêmement bénéfique. Parce que quand tout s'arrête, on se rend compte que finalement il y a des choses qui sont les plus importantes qu'on n'avait pas vues.